Bonjour à tous, bienvenue dans 1, 2, 3 Santé, l'émission qui s'intéresse à la santé des Guadeloupéens. Alors en Guadeloupe, la leptospirose fait 2 à 5 décès par an. Comment s'attrape-t-elle? Comment prévenir? C'est le thème de cette émission. Bonjour José. Bonjour Malika. Effectivement, la leptospirose est une maladie bactérienne transmise par les urines des animaux infectés, dont le rat. C'est une maladie de plus en plus fréquente chez nous, mortelle dans un certain nombre de cas, et qui entraîne une véritable psychose dans la population. Et on écoute sans plus tarder la question du jour. On n'entend plus tellement parler de leptospirose. Est-ce qu'on peut l'attraper par simple contact avec la peau? Le professeur Bruno Heun, chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU, a accepté notre invitation. Bonjour professeur. Bonjour Malika. Bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce que la leptospirose? Quelle est cette maladie? Alors, c'est une maladie qui touche l'homme de façon un peu accidentelle. C'est d'abord une maladie animale qui touche de très nombreux mammifères et l'homme se contamine accidentellement en étant au contact des déjections des animaux qui hébergent ces leptospires. C'est une maladie qui est fréquente chez nous à cause du climat, de l'humidité. Oui, alors c'est une maladie en expansion mondiale. On estime qu'il y a à peu près une dizaine de millions de cas par an sur l'ensemble de la planète, mais qui sévit surtout dans les zones chaudes et humides, donc la zone intertropicale. En Guadeloupe, est-ce qu'elle est en augmentation également? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire. Donc quand on fait des efforts pour enregistrer tous les cas, on arrive à mesurer avec précision le nombre de cas qui surviennent. C'est ce qui a été fait en 2011 par exemple. On a pu mesurer le nombre de cas. Cette année-là, c'était un peu plus de 260 cas en Guadeloupe, une centaine d'admissions en réanimation. D'accord. Les années suivantes et précédentes, c'était moins de cas, mais on faisait aussi moins d'efforts pour les identifier. Voilà. Donc on peut dire que probablement on doit tourner entre 200 et 250 cas de leptospirose par an en Guadeloupe, ce qui est beaucoup plus qu'en métropole. On estime qu'il y a un ratio de 1 à 100. Il y a 100 fois plus de leptospirose en milieu tropical et en Guadeloupe en particulier qu'en France hexagonale. Il y a quand même des formes graves qui sont en réanimation avec au moins 3 morts par année en général à peu près. Oui, ça varie. Il y a effectivement, on va dire, un petit tiers, un tiers des leptospiroses qui nécessitent des soins, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'il y a un certain nombre de leptospiroses qui sont soit complètement inapparentes, parfaitement asymptomatiques, soit avec des symptômes bénins qui évoluent spontanément favorablement et qui ne conduisent même pas à consulter un médecin. Donc seules arrivent dans les soins les formes les plus manifestes, les plus sérieuses. Et donc parmi les formes symptomatiques qui requièrent des soins, il y a à peu près un tiers qui nécessite une admission en réanimation. Mais l'admission en réanimation, c'est aussi parce qu'on a pris conscience que c'était mieux de prendre en charge les formes les plus sévères en réanimation pour augmenter les chances d'évolution favorable. Ça ne veut pas dire en soi que c'est nécessairement gravissime d'aller en réanimation. C'est mieux de commencer la prise en charge en réanimation pour les formes les plus sévères. Alors, dès le début, comment l'attrape-t-on, cette maladie ? Alors, sans le savoir le plus souvent, quand on interroge les patients qu'on prend en charge pour une leptospirose, ils n'ont pas souvenir particulier d'avoir été en contact avec des animaux malades, avoir vu des rats, mais ce n'est pas nécessaire. En fait, la bactérie pénètre dans l'organisme le plus souvent au travers de la peau, le plus souvent... Pas besoin de morsure, par exemple, de rat. Ah non, c'est jamais un contact direct avec un rat, c'est un contact avec les leptospires qui sont dans l'environnement. Et les leptospires sont dans l'environnement où ils survivent très bien dès l'instant qu'il y fait chaud et humide. Donc il suffit de marcher dans un terrain un peu humide, contaminé, de manipuler des fruits, des légumes qu'on est en train de cultiver dans un jardin, sans protection, si on a une plaie. Voilà. Donc, là aussi, c'est très différent dans les Antilles qu'en métropole. En métropole, c'est clairement un contact avec de l'eau contaminée, des rivières souillées là où il y a des rats. Ici, il n'y a pas besoin d'avoir de contact avec des rats, il n'y a pas besoin de s'immerger dans une rivière, il suffit d'être en contact avec une terre humide où circulent les animaux, pas que les rats, les animaux qui éliminent dans leurs urines les leptospires. Alors, quels sont les symptômes
C'est la Alors, question. lorsque ces symptômes arrivent, puisque je vous disais que toutes les formes n'étaient pas symptomatiques, il y a toujours de la fièvre. Le début est en général brutal et parfois ça peut se limiter à ça. Et dans les formes graves, c'est une atteinte de potentiellement tous les organes, tous les viscères. Ce qui fait la gravité de la leptospirose, c'est l'atteinte rénale, l'atteinte neuroméningée, l'atteinte cardiaque. Donc on peut avoir virtuellement toutes les fonctions, tous les organes qui sont touchés, et ça peut donner des défaillances cardiaques, rénales, même respiratoires, dans un contexte de fièvre à début brutal. Mais ça ne commence pas en genre de syndrome grippal, disons. Oui, en général, ça ressemble lorsque ça débute comme à une grippe, avec un début assez brutal, d'emblée de la fièvre, des frissons, des maux de tête, des douleurs diffuses, et on est très vite pas bien, fatigué, abattu. Alors je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre d'une habitante de Petit-Bourg. Son mari est décédé il y a 8 ans de la leptospirose. Même si la douleur est encore vive, elle a accepté de témoigner pour 1, 2, 3 Santé. Regardez. Les leptospires pénètrent dans l'organisme d'un homme par contact d'une de ses muqueuses, bouche, œil, appareil respiratoire, ou d'une plaie qu'il s'est faite avec le sang ou les sécrétions d'un animal infecté. Mon mari Georges, il était très solide, c'était un homme vaillant, il tombait vraiment pas malade. Une petite grippe comme ça de temps en temps. Mais c'était quelqu'un de vaillant qu'on pouvait compter vraiment sur lui. Enfin, il a attrapé la leptospirose normalement, je dirais ça en faisant un peu d'espace vert. À part de son travail, il allait faire des petits jobs à part. Et c'est à ce moment-là qu'il a dû attraper la leptospirose. Mais en allant chez le médecin, on a cru que c'était la dengue. C'était au période de la dengue. Le médecin lui a dit c'est sûrement la dengue et tout. Elle lui a donné les médicaments. Et le médecin lui a dit qu'il fallait attendre à peu près 15 jours pour voir comment ça allait réagir et tout. Mais arrivé le soir, il ne pouvait plus tenir. Il avait la fièvre et tout, ça ne descendait pas. Il m'a dit qu'il ne peut pas tenir, il ne se sent pas bien. Il ne se sentait pas bien, quoi. Et bon, on a tenu comme ça jusqu'à 4 h du matin. Vers les 4 h du matin, j'ai appelé une nièce pour l'amener aux eaux claires. Aux eaux claires, on a fait des analyses et tout. Ils n'ont pas trouvé vraiment ce qu'il avait. Et le lendemain, lorsqu'on a été, le médecin m'a dit qu'ils n'avaient pas trouvé qu'est-ce qu'il avait. Entre-temps, son état s'est empiré. Et la clinique a appelé le CHU, qui l'a pris en charge après. Et à ce moment-là, on a dit qu'il avait la leptospirose. Mais c'était déjà trop tard. C'était très dur. Jusqu'à maintenant, on me dit que j'arrive pas à faire le deuil jusqu'à maintenant. Mais c'était très, très, très dur parce que mon mari et moi, on s'est connus enfants. Pour nous, on nous disait que c'était le poteau mitant de la famille. On pouvait compter sur lui pour tout. À ce qui paraît, la dengue et la leptospirose, c'est les mêmes signes. Je veux dire aux gens, lorsqu'ils ont un peu de grippe, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Parce que là, on ne peut pas savoir à quel moment. Mais c'est vraiment dangereux, ces trucs-là. C'est dangereux. Faites attention à vous. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Professeur Hun, est-ce que les hommes sont plus touchés que les femmes ? Oui, il y a plus d'hommes que de femmes quand on regarde une année, par exemple. C'est lié au fait que les hommes font probablement plus de gestes et d'activités à risque d'exposition. Oui. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des périodes à risque, notamment par exemple après une saison cyclonique ? Il y a une période de recrudescence chaque année qui est la période la plus pluvieuse de l'année. Donc là, ça c'est très clair. Il y a une saison calme pour la leptospirose, c'est de janvier à juin. Et puis une progression qui va vers un maximum en septembre, octobre, novembre. Et puis une redécroissance en décembre. Donc, qu'il y ait eu cyclone ou pas. Qu'il y ait eu cyclone ou pas, c'est pendant la période... Oui, cette année qui est une année où il y a eu... l'année 2017 où il y a eu cyclone, il n'y a pas eu plus de cas après le cyclone qu'à la saison habituelle de pluie. D'accord. La maladie est-elle difficile à diagnostiquer parce qu'on entend plusieurs fois des errances? Alors, comme je vous l'ai expliqué, les signes cliniques ne sont pas très caractéristiques. Et par exemple, une dengue peut donner à peu près les mêmes signes cliniques, une grippe peut donner les mêmes signes cliniques.
Donc il faut y penser, en particulier pendant la saison des pluies. Donc à partir du mois d'août, il faut vraiment penser à ce diagnostic. On a des petits outils biologiques d'aide au diagnostic, des marqueurs biologiques, notamment inflammatoires, qui permettent de distinguer entre la dengue et la leptospirose en approche de débrouillage. Et puis on a des outils d'affirmation du diagnostic qui permettent de mettre en évidence soit le microbe dans le sang, soit la fabrication d'anticorps par le sujet malade dans les tout premiers jours de la maladie. Donc on a la possibilité de faire un diagnostic différentiel de débrouillage entre leptospirose et dengue ou autre infection virale qui permettent de décider si on doit ou pas mettre une antibiothérapie. Et puis on peut confirmer maintenant, on a des outils performants qui permettent de confirmer rapidement le diagnostic. Donc le traitement, c'est l'antibiothérapie? Oui, c'est une antibiothérapie. On connaît plusieurs antibiotiques qui sont parfaitement efficaces sur les leptospires, dans la leptospirose, et il faut en mettre un de ceux qui sont bien validés pour la leptospirose. Oui. D'accord. Professeur Heun, restez avec nous. Dans la deuxième partie de cette émission, vous saurez comment vous protéger de cette maladie à la maison, dans le jardin et peut-être au travail. Le professeur Bruno Heun est toujours avec nous et nous a rejoint sur ce plateau monsieur Joël Gustave. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la lutte antivectorielle à l'ARS. Et vous pourrez donc nous dire ce qui est fait en Guadeloupe pour diminuer cette population de rats. Alors les rats sont des disséminateurs importants des leptospires. Il est donc important de lutter contre eux pour diminuer l'incidence de la maladie. Mais ce ne sont pas les seuls disséminateurs de cette bactérie. Alors ce qui est fait pour diminuer les populations de rongeurs en Guadeloupe, ce sont d'abord des mesures de gestion de l'environnement, des mesures de gestion des déchets, pour éviter de fournir aux rongeurs des sources de nourriture, pour éviter de leur fournir des lieux de nidification, des lieux de refuge, lutter contre l'habitat insalubre, lutter contre les maisons en ruine dans les quartiers, les friches dans les quartiers, pour toujours éviter de créer des situations favorables au développement des rongeurs. Qu'est-ce qui est fait dans les écoles? Récemment, plusieurs écoles ont fermé du jour au lendemain pour dératisation. Alors, plusieurs écoles ont fermé récemment parce qu'en fait, le rectorat a un protocole. Dès lors qu'une trace de rongeur est mise en évidence, une évaluation est réalisée par des agents de prévention et la décision de fermeture de l'école est prise en concertation entre la mairie et le rectorat. Cette fermeture permet de mettre en place les actions de pause d'appât et le nettoyage de l'école à l'issue de cette pause. Est-ce que des dératisations systématiques pourraient être anticipées, par exemple? Pendant les vacances scolaires ou Je ne pense pas que ce soit la solution. En fait, le risque de leptospirose dans les écoles est réel dès lors qu'on voit un rat, mais il est néanmoins difficile à évaluer et probablement faible. Probablement faible parce qu'il va dépendre de l'exposition des enfants, c'est-à-dire du contact entre les enfants et les milieux potentiellement contaminés. Donc la dératisation d'un établissement va en fait dépendre du contexte de chaque établissement et devoir être appréhendé dans une approche globale de la gestion de l'environnement. Mais la protection repose aussi sur des mesures individuelles. C'est l'essentiel, la protection repose essentiellement sur des mesures de protection individuelles qui vont limiter le contact entre la peau et les milieux potentiellement contaminés, puisque la pénétration de la bactérie se fait essentiellement par voie transcutanée. Alors quand on entend dans les campagnes que les gens lavent les légumes, etc., et nettoient tout, les verres, les canettes, etc., c'est pas forcément le mode de contamination. Absolument pas, mais pourtant c'est ce qui ressort des enquêtes qu'on a fait pour... Si la leptospirose a une bonne notoriété en Guadeloupe, elle est souvent associée au rat. La plupart de la population pense que la contamination se fait en mangeant des fruits contaminés, voire par morsure de rat, ce qui n'est absolument pas le mode de transmission de cette maladie. Est-ce que la population est réellement consciente des risques? Je vous pose la question à tous les deux. La population est consciente des risques, mais comme je disais, il y a une méconnaissance des modes de transmission de la maladie, une méconnaissance des moyens de prévention, et aussi, il faut le reconnaître, dans notre environnement tropical, il est beaucoup plus difficile de se protéger que dans un environnement, dans un climat tempéré, par exemple. Alors vous le disiez, il n'y a pas que les rats qui transmettent la maladie, certains animaux de compagnie aussi. Regardez ce reportage chez un vétérinaire. La
protection du chien passe par une vaccination régulière contre la maladie. Le vaccin va permettre d'éviter l'expression clinique de l'infection par les leptospires et notamment l'apparition des formes mortelles de la maladie. Donc la leptospirose est une maladie qui peut être présente donc, chez les rongeurs, on a dit, donc le rat. Les animaux sauvages, ici en Guadeloupe, on peut avoir la mangouste. Les autres animaux, le raccoon, mais bon, c'est pas encore trop... ça n'a pas été testé pour vérifier s'ils sont vraiment porteurs. Et puis les animaux de rente, donc les animaux d'élevage, tels que les bovins, les cabris, les moutons, le porc, les chevaux, et nos animaux domestiques, surtout le chien. Mais maintenant que se développent aussi les nouveaux animaux de compagnie, faire attention au furet, qui peut être aussi porteur. Donc pour les chiens, on les vaccine, une protection avec un vaccin qui nécessite un rappel 3 semaines après la première injection et par la suite une injection tous les 6 mois pour permettre une meilleure protection de l'animal et aussi de son propriétaire. La leptospirose est donc une maladie qu'on considère comme une zoonose. La zoonose, c'est une maladie qui est transmissible de l'animal vers l'homme. Donc c'est une préoccupation pour nous les vétérinaires car on est garant de la santé animale mais aussi de la santé de l'homme à travers l'animal. Donc la préoccupation est une préoccupation certes pour nous parce qu'il faut protéger les animaux afin de protéger l'homme. La vaccination pour les animaux, il existe des vaccins pour les chiens, il n'existe pas des vaccins pour les autres espèces. Donc on peut protéger son chien contre la leptospirose. Pour éviter la transmission à l'homme, la leptospirose est une maladie, c'est une bactérie qui se transmet et qui pénètre l'organisme par, on va dire, des brèches cutanées. Donc il faut avoir une petite plaie pour que la bactérie puisse entrer dans notre corps. Mais c'est aussi possible par les muqueuses, donc la muqueuse oculaire. Donc si on a des projections dans les yeux de matière qui potentiellement contient la bactérie, donc ça peut être de l'urine, ça peut être aussi de l'eau qui a été contaminée, ou des projections aussi de boue. Sinon, faire attention aussi quand on a la peau qui est fragilisée parce qu'on a trop séjourné dans un environnement humide, donc la bactérie peut pénétrer à travers la peau. Donc c'est prendre des précautions pour les agriculteurs, par exemple, toujours mettre des gants et des bottes, se protéger quand on va manipuler des animaux, éviter des projections dans les yeux et éviter qu'on ait une blessure d'aller manipuler ces animaux également sans protection. Retour sur le plateau de 1, 2, 3 Santé. Nous sommes toujours en compagnie du professeur Bruno Hun, infectiologue, également Joël Gustave qui est responsable de la lutte antivectorielle à l'ARS. On vient de voir ce reportage. Est-ce qu'il ne faudrait pas, professeur Hun, vacciner les professions à risque et élargir peut-être cette vaccination à d'autres personnes ? Alors la vaccination des professionnels exposés est déjà en place, est déjà recommandée, mais c'est vraiment les professionnels très exposés. Par exemple, c'est les égoutiers des grandes villes ou des choses comme ça. Oui, les gens qui travaillent dans les milieux humides ou les abattoirs. C'est considéré d'ailleurs comme une maladie professionnelle. Oui, absolument. Et prise en charge par l'employeur. Oui, tout à fait. Voilà, maintenant, l'élargissement de cette vaccination à une population plus importante est assez discutable parce que ce vaccin ne protège que contre un sérogroupe particulier de leptospire qui est ictéro-hémorragié. Ce n'est pas le seul, c'est peut-être celui qui donne les formes les plus graves, mais c'est de loin pas le seul. C'est un vaccin qui n'est pas parfaitement protecteur, qui n'est pas toujours bien toléré et qui nécessite des administrations régulières. Le protocole est lourd. Oui, c'est tous les 3 ans. Il faut le refaire tous les 3 ans, d'accord. Ça fait, ça en fait pas un vaccin idéal. Et puis, comme on va, je pense, le redire, les mesures individuelles de protection assurent une prévention au moins aussi bonne, sinon meilleure que la vaccination. Donc OK pour faire la vaccination en plus pour les professionnels à très haut risque, mais pour les non-professionnels, pour la population générale, même en zone à risque comme les zones intertropicales, comme la Guadeloupe, ce qui est important, c'est de faire les bons gestes de protection individuelle dont je suppose on va parler. Par contre, comme disait le vétérinaire, vacciner les chiens qui peuvent être un élément de dissémination de la maladie. Ah oui, donc vacciner le chien protège le chien et protège l'homme qui a le chien, voilà.
Donc vous le disiez, la chose la plus importante, c'est la protection individuelle. Monsieur Gustave, est-ce que vous pouvez nous rappeler justement les règles de précaution? Et ce sont toutes les règles qui vont limiter le contact entre le milieu potentiellement contaminé et la peau. Donc ça va être le port de gants, le port de bottes imperméables, et aussi, dès lors qu'on ne peut pas éviter une activité à risque quand on a des micro-coupures, même de petites coupures au niveau de la peau, il faut absolument les protéger avec des pansements imperméables, et à l'issue de cette activité, les laver avec de l'eau potable, du savon et les désinfecter. Si on va au jardin, on met ses gants. Les enfants vont jouer dans le jardin, ils mettent leurs bottes. On sait que c'est contraignant dans un climat tropical, mais c'est la meilleure mesure de prévention. Donc cette véritable angoisse qui existe dans les campagnes n'a pas de raison d'être si on prend des mesures adaptées, individuelles. Si on prend les mesures individuelles qui sont contraignantes, on peut le concevoir, mais qui sont néanmoins efficaces. Et puis si la prévention ne marche pas, si la maladie survient quand même, c'est quand même une maladie qu'on peut traiter. On a des antibiotiques qui fonctionnent bien et ça marche d'autant mieux le traitement qu'on le débute tôt. Donc c'est important quand on est dans la période où il y a le pic de fréquence, donc on va dire d'août à fin novembre, c'est important que quand survient un tableau clinique qui peut évoquer la leptospirose, de consulter et pour le médecin d'évoquer le diagnostic et même de débuter un traitement avant la confirmation du diagnostic pour éviter de perdre du temps. Il vaut mieux traiter peut-être pour rien plutôt que d'attendre que les choses s'aggravent. Voilà, alors on ne va pas traiter toutes les fièvres, mais toutes les fièvres qui sont susceptibles de ressembler à une leptospirose pendant la période à haut risque, il vaut mieux les traiter tôt. Donc au moindre signe, on consulte. C'est ça. Merci à tous les deux d'avoir été nos invités. Merci à vous beaucoup de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et tout de suite, retrouvez Yamuna pour la synthèse en créole. Messieurs et dames, bien bonjour. De plus en plus en pays Guadeloupe, nous attendons parler de leptospirose. Leptospirose, là, il faut savoir que c'est une maladie qui est grave, qui a tué l'homme dans le pays là, taux de mortalité là, qui a fait 3% chaque année. Alors, pour répondre à la question là, c'est-à-dire au cas ça y est, leptospirose là, José Malika a invité des spécialistes. Monsieur Bruno Hun, Docteur Bruno Hun, qui est responsable à service à maladies infectieuses à l'hôpital La Pointe. Et nous tenons aussi M. Joël Gustave, qui est à présent est responsable à lutte antivectorielle à l'ARS. Alors pour commencer, il explique nous que c'est effectivement une maladie grave et qui a développé de plus en plus des formes graves en pays là. Par exemple, on a des gens qui ont atterri carrément dans le service à réanimation à l'hôpital là. C'est pour dire. Quand il est là, qui a leptospirose là. Eh bien, mon cher, imaginez que c'est un microbe qui vit avec rat, avec toutes qualités d'animaux, animaux élevages, animaux domestiques, animaux qui vivent en case. Et il faut nous comprendre que si, par exemple, on tient un petit blesse, un petit bobo, assis pour les animaux là qui sont infectés là, qui pissé assis un objet, et vous à présent, vous avez manier, vous avez fauté objet là ça, et bien c'est comme ça vous pouvez contaminer. Alors cette maladie là a commencé tout doux, un petit jour, on a la grippe, et midi en midi, il a monté en pression, il a développé. Eh bien, par rapport à tout ça nous sorti dit là, ces spécialistes-là qui dit nous qu'il ne faut pas nous chalérer comme nous trop quand même. Mais seulement ni 2 ou 3 précautions pour nous prendre. M. Minachi, qui est vétérinaire, qui dit nous, eh bien, il a conseillé ces gens-là, tout mettre à animaux compagnie, les animaux qui restent en case, eh bien, il a conseillé vacciner. Vous, à présent, si vous savez vous avez un jardin, vous avez dit prendre précaution, surtout là où vous savez, tini rat passer. Et pour bouter ça, il tini des professions à risque. Ces gens-là, ça, par contre, il faut vacciner et vaccin là très efficace. Nous bout pour aujourd'hui là. Toujours songer que c'est un seul qu'on nous. Alors, ça nous prend précaution, puis restez docteur. À dans notre soleil.